Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir spécial, édition consacrée à l'attente en première partie du discours du chef de l'État à la nation, comme c'est le cas chaque 31 décembre. Et après, on va donc tenter en compagnie de nos experts de décrypter ce message, ce 37e message de Paul Biya à la nation depuis son accession au pouvoir. Paul Biya va donc sacrifier au rituel du discours de fin d'année. Occasion pour le président de la République, dans ce discours sur l'état de la nation, de revenir sur les grands moments de l'année qui s'achève, marqués surtout par la tenue du grand dialogue national, dans l'optique d'apporter des solutions définitives à la crise qui court depuis bientôt 3 ans dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Figurera sûrement en bonne place les consultations électorales annoncées en février 2020 en vue de l'élection des députés de l'Assemblée nationale ainsi que des conseillers municipaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, donc, ce sera le discours à la nation du chef de l'État. À 20h30, Jonathan Babila sera là en compagnie de quelques invités pour décrypter en anglais cette fois le discours du chef de l'État. Nous allons revenir sur ce plateau, toujours en compagnie de nos experts pour décrypter, nous aussi, ce discours du chef de l'État à la nation. Du chef de l'État à la nation, les attentes en cette première partie pour parler justement de ces attentes. Je suis en plateau avec Edmond Kamgia. Bonsoir Edmond. Edmond Kuaté. Edmond Kuaté. Edmond Pekar. Voilà, Edmond Kuaté. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Serge Alain, bonne année. Voilà, et bonne année à tous les copanélistes. Oui, voilà, analyste politique habitué de ce plateau. Merci. Edmond Kuaté. Merci. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière, n'est-ce pas, pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui doivent être en train de vivre, n'est-ce pas, un drame insoutenable, alors que du côté francophone, les gens s'apprêtent déjà, n'est-ce pas, à fêter pour la nouvelle année en 2020. Ils sont là, ils observent, d'aucuns sont en brousse. D'autres sont même hors de ce pays. Ils n'ont rien eu, ils n'ont pas de jouets, ils n'ont rien du tout. Et je dis, le SDF part à ma voix, leur demande de tenir bon. Okay. Le SDF sait que ce n'est pas facile, mais bien, Yaoundé a voulu que ce soit ainsi. Voilà, on en reparle tout à l'heure de ce gros dossier. Bonsoir, Maître Roland Dirou. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes. C'est un honneur d'avoir reçu votre invitation en ce dernier jour, non seulement de l'année 2019, mais aussi de la décennie 2010-2019. Oui. Et je suis heureux de faire partie de ce panel où j'espère que je serai à la hauteur des analyses qui sont attendues de nous modestement ce soir. Je profite de l'occasion pour adresser à tous les téléspectateurs mes chaleureux souhaits de bonne année pour l'année 2020. J'espère qu'elle sera pour eux comme pour nous autres aussi un peu plus joyeuse et avec un peu plus d'espoir que ce que nous avons vécu jusque-là. Et j'aimerais m'appesantir particulièrement sur toutes ces populations qui souffrent au coin de notre triangle national et en particulier pour nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent un drame insoutenable, une guerre fratricide. Je n'oublierai pas nos compatriotes des régions qui sont encore en proie aux terroristes de Boko Haram, sans parler de l'insécurité à nos frontières et dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, cette pauvreté qui se vit et qui s'exprime dans sa plus abjecte forme. J'aimerais adresser à toutes ces populations qui nous regardent probablement ce soir dans des endroits insoupçonnés tous mes vœux les meilleurs pour que l'année 2020 soit une source d'espoir renouvelée pour eux.
Merci, Maître Roland Diou. Jean-Robert Offo, vous parlez tout à l'heure de ces populations-là qui chauffent, mais je crois que cet après-midi, 87 réfugiés en provenance du Nigeria ont retrouvé le Cameroun. Vous êtes au courant? Mais écoutez, j'ai pu, n'est-ce pas, suivre ça dans les différents reportages, notamment aux 20h ici. Oui. On parle de 87 réfugiés. Bon, mais à partir du moment où un réfugié peut revenir au Cameroun, on ne peut ne pas avoir, n'est-ce pas, une pensée positive. Mais tu veux dire que quand on parle de 87, c'est sur combien? Quelle est la proportion? C'est 87 sur près de 60 000 réfugiés. Alors vous voyez que en termes de proportion, ça représente environ, comment je peux dire, donc c'est moins c'est environ 1,5%, 1,4%. Donc, voyez-vous, je dis une chose, c'est quoi? C'est 0,0 quelque chose, parce que je sais que quand on a 60 000, quand c'est 10%, ça fait 6 000. Donc, 1%, ça fait 600. Donc, c'est 0 quelque chose. C'est vous qui avez raison. Donc, vous voyez bien que c'est pratiquement insignifiant, mais on dit toujours, bon, ben voilà, 87 sont donc revenus. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont venus? On parle de 700, selon notre reporter à Yaoundé, Guizoko, il parle de 700 qui ont manifesté l'envie de rentrer au Cameroun. Mais écoutez... En première phase, ils sont 100. Écoutez, pourquoi on n'a pas besoin de faire dans la spéculation? On doit savoir le nombre exact. On doit savoir le nombre exact. Et puis moi, je vais dire une chose. Non, on parle de ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Oui, on ne va pas inventer les chiffres. Oui, mais écoutez, le problème, c'est au niveau de la proportion. Il y a près de 60 000 réfugiés. Oui. 87 sont arrivés, c'est déjà ça. Oui. Mais c'est pratiquement insignifiant au regard du nombre global qui est fixé à au moins 60 000. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on n'a pas besoin de faire dans les à-coups. Les réfugiés qui rentrent par à-coups, non. Nos compatriotes qui sont partis de ce pays du fait de la crise insoutenable dans les régions nord-ouest et du sud-ouest ont véritablement besoin d'un signal fort. Le signal fort est connu. Le signal fort est connu. Ils sont partis pourquoi? Parce que des bandes armées sévissent dans cette région du nord et du sud-ouest. Et ces bandes armées sévissent pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qu'on a déclenché depuis octobre 2016 qui aurait pu être résolu si tout simplement, très rapidement, on avait organisé un dialogue politique national inclusif. Et si, n'est-ce pas, Yaoundé avait eu ce sursaut républicain, n'est-ce pas, d'accéder directement, n'est-ce pas, à la demande populaire de ces deux régions, qui est que ils veulent le fédéralisme. Mais qu'est-ce que ça coûte, M. Serge Alain Otto? Qu'est-ce que ça coûte à Yaoundé de dire on passe au fédéralisme, même si c'est à 10 États? Qu'est-ce que ça coûte? Mais je suis... C'est-à-dire, je me demande même si ceux-là qui nous gouvernent se rendent compte du drame qu'ils ont infligé à cette population. Parce que voyez-vous, quand vous prenez le bilan, on est à, n'est-ce pas, plus de 400 villages rasés, 60 000 réfugiés, plus de 600 000 déplacés internes. Contrairement à ce que M. Atangandi a raconté, n'est-ce pas, je crois que c'était hier ou bien avant-hier, où il disait que le nombre, on a gonflé le nombre et tout. Non, la réalité est là. Vous avez vos chiffres? Je dis, c'est plus de 600 000. Je dis, il y a près de 600 000 réfugiés. Vous tenez vos chiffres? M. Atangandi tient ces chiffres de qui? Non, bon voilà, nous avons fait des recoupements par rapport à ceux qui étaient sur le terrain, et les chiffres concordent à 600 000. Okay. Voilà, lui il a ces chiffres seuls. Alors je préfère plutôt dans une démarche scientifique voir ceux qui ont des chiffres qui concordent. Et ceux-là sont les plus nombreux à dire que c'est 600 000. Donc voilà, avec plus de 700 000 enfants déscolarisés. Tout ça pourquoi Serge Alain Otto? Parce qu'on a refusé d'accéder au fédéralisme. Ils ont peur du fédéralisme, pourquoi? Je parie que si le président de la République dit au cours de son discours, ce soir, donc vous attendez qu'il prononce le mot fédéralisme? Il ne me surprendra pas. Il ne va surprendre que ceux qui voudront être surpris. C'est-à-dire 29 ans de vie politique, avec ceux qui sont en face de nous, avec tout ce système, nous ne pourrons pas être surpris. Mais je dis, si le président de la République, dans un sursaut républicain, consent a dit, ok, nous allons voir dans quelle mesure nous allons faire le saut qualitatif pour quitter, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le statut spécial vers le fédéralisme. Vous verrez, dans les 15 jours qui suivent, la normalité revenir dans ces deux régions. Okay. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ok, merci.
On accueille sur ce plateau Senior Barrister Achou. You're welcome, sir. Thank you. Good evening, Serge. Good evening, Roland. Good evening. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais aussi président du Reform Party. Exact. Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir? Je m'attends à un discours bilan. Oui. Il y a eu tel problème, nous avons fait ci, avec emphase sur le grand dialogue, le code de la décentralisation et le statut spécial. Moi, je serais surpris par autre chose. Parce qu'il nous a habitués à faire le bilan, n'est-ce pas, de ses activités, à se gonfler le torse, si vous voulez. Voilà. Et sur ce retour, on parle de 87 Camerounais qui sont revenus cet après-midi à Yaoundé, venant du Nigeria. Le problème n'est pas le nombre de personnes qui rentrent. Le problème est celui de savoir si sur le terrain les mesures ont été prises pour accueillir ceux qui veulent bien rentrer. Monsieur Wafo vous a dit il y a près de 400 villages rasés. Alors, imaginez donc que les populations qui peuplaient autrefois ces villages voudraient rentrer chez eux. Ils vont dormir où? Ils vont manger quoi? Donc, est-ce que les 100 camions d'aide humanitaire qu'on dit que Yaoundé a dépêché sont prêts? On dit, vous ne les avez pas vus, ces camions? Dans ma région, je n'ai pas encore compté 100 camions. Donc, j'ai dit que ces camions-là... 100 camions, c'est pour les deux régions. Hein. Oui, moi je suis du sud-ouest. Je n'ai pas encore vu 100 camions. Mais est-ce que ces camions contiennent de quoi permettre aux populations qui veulent rentrer d'avoir un abri, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se soigner, puisque les hôpitaux n'existent plus, les infrastructures sanitaires n'existent plus, donc il faut recommencer la vie à zéro. Donc, ce n'est pas le nombre de gens qui veulent rentrer, c'est la capacité du pays ou du village à recueillir ces personnes et à leur permettre, n'est-ce pas, de vivre dans des conditions décentes. Ok. Maître Lejo, Maître Djebou, justement, ça fait quand même 2 ans que le conflit est armé. C'est depuis octobre 2017. Avant, il y a eu, c'était... revendications corporatistes, mais depuis 2 ans, on est passé à la phase des armes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que le gouvernement a mis sur pied pour le dernier point, c'est le statut spécial, est-ce que vous vous attendez ce soir à un autre élément pour qu'on s'achemine définitivement vers la résolution? Parce que jusqu'ici, on se rend compte que tout n'a véritablement pas marché. Je l'ai dit sur cette chaîne à une autre émission que je ne croyais pas au Père Noël. Et ce n'est pas entre ce jour-là et aujourd'hui que je pourrais avoir changé d'avis. Je ne crois toujours pas au Père Noël. Et je crois que le discours que vous attendez, parce que moi je ne l'attends pas particulièrement, étant donné qu'il nous a été donné de constater chaque année que c'est la même chose qu'on dit aux Camerounais, c'est des redites. Et je crois qu'à l'occasion du dernier discours auquel on a eu droit, qui annonçait le grand dialogue, on a découvert une autre facette de M. Biya. C'est celle qui consiste à narguer les gens, qui consiste à dire, bon, vous avez demandé ça, vous avez demandé ça, vous avez demandé ça, mais bon, voilà ce qu'on a fait, on a fait ci. On nous avait annoncé même ce jour-là que quand on nommait les premiers ministres essentiellement anglophones, c'était une politique tellement pensée que c'était supposé résoudre des problèmes qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils surgissent. Mais pour revenir à la chronologie comme vous, je ne vais pas m'arrêter au début des revendications corporatistes parce que ça participera d'encourager cette forme d'amnésie sélective que nous entretenons souvent dans ce pays à travers nos postures et nos analyses. Il faut indiquer aux Camerounais que la crise anglophone, le problème anglophone ne prend pas sa source au moment où les avocats porte la contestation à travers un mouvement pacifique de dénonciation. Cette crise ne commence pas au moment où les enseignants et les étudiants à l'université de Boya font pareil. Cette crise ne commence pas au moment où Mancho Bibixi à Bamenda décide de dénoncer la mauvaise gouvernance, stigmatisant un peu la gestion du délégué du gouvernement de Bamenda. Rappelez-vous toujours qu'au Cameroun, il y a déjà eu avant ça
la All Anglophone Conference 1 et la All Anglophone Conference 2. C'est-à-dire que c'est un problème qui avait déjà commencé à être posé longtemps à l'avance, au point où on a fait 2 assises dédiées, spécialement dédiées à cette question-là, lesquelles assises avaient abouti à des résolutions qui n'ont jamais été appliquées. C'est-à-dire qu'en fait, la résurgence de cette crise est simplement un rappel mémoire. C'est un rappel à la conscience. D'abord à la conscience. Tout ça va avec. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir le ras-le-bol de savoir qu'on a discuté par le passé, et je parle sous le contrôle de ceux qui ont des années d'avance sur nous par rapport au champ politique qu'ils ont labouré religieusement avant nous. Ils sont plus conscients que nous que précisément la All Anglophone Conference 1, 93. Bamenda et Boya avaient abouti à des résolutions claires. Je veux dire que ce n'était pas des positions floues sur lesquelles il était nécessaire de spéculer. On avait clairement indiqué ce par quoi il fallait passer pour résoudre les problèmes qui avaient été posés par nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Est, parmi lesquels il y avait très clairement la question de la forme de l'État, très clairement, à côté de mesures visant à éviter la marginalisation qui était déjà observée. J'ajoute que du point de vue du droit international, et ça on ne le rappelle pas aussi souvent, du point de vue du droit international, le problème anglophone a connu une solution juridique, je dirais même judiciaire, à travers les décisions de Banjul, qui ont au minimum reconnu à cette partie de notre territoire constituée aujourd'hui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le statut de peuple selon le droit international. Et donc, quand on met tous ces éléments ensemble, on ne peut pas seulement se dire que bon voilà, ça fait 2 ans qu'une crise sévit au Cameroun. On est d'accord pour constater que ça fait 2 ans qu'il y a la crise humanitaire. Parce que quand vous parlez de crise armée, c'est un peu comme si on fait l'objet d'une agression. Comme si le Nigeria avait envahi le Cameroun. Je crois que ce sont des métastases d'une plaie intérieure qui ont débouché sur, et ça il faut le condamner, je l'ai toujours dit, sur la prise des armes. Mais dire qu'on condamne la prise des armes ne doit pas laisser occulter le fait qu'on indique qu'il y a eu une exaspération, pour reprendre un peu l'image que vous avez prise tout à l'heure. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on observe que le gouvernement, à chaque fois, essaye d'envoyer les Camerounais sur des fausses pistes. Depuis donc une vingtaine d'années, la question du fédéralisme est clairement posée sur la table. La première réponse a été une forme de décentralisation, au départ sans contenu. Ça, c'est la Constitution de 1996. Je dis décentralisation sans contenu parce que on a fait un régime général qu'on a mis dans la Constitution. On a mis l'article 62 qui dit, bon, comme il y a la question anglophone là qu'on peut voir de temps en temps, il est possible qu'il y ait des statuts spéciaux. On attend de 1996 à 2004 pour avoir les premières lois sur la décentralisation et pour lui donner un premier contenu, on va dire, opérationnel. Il a encore fallu attendre l'année qui s'achève pour avoir, tenez-vous tranquille, les règles, les modalités d'élection des conseillers régionaux. Il a fallu attendre jusqu'à cette année pour avoir ça. Et en même temps, cette année, on découvre qu'il faut un statut spécial pour les régions anglophones. Lequel statut spécial? Et vous savez que nous, au MRC, on n'est pas particulièrement accrochés sur les termes. Si ce statut spécial visait à garantir à ces 2 régions qui, imparablement, ont une spécificité, une autonomie de nature fédérale, même si on n'appelait pas ça État fédéré, mais que dans le fond, c'était des mesures, c'était des compétences, c'était des pouvoirs de nature à permettre que ces régions-là puissent gérer leurs affaires comme elles l'entendent, conformément à leur tradition, on pouvait encore estimer qu'il y a une solution. Mais là, encore une fois, vous avez un statut spécial que d'aucuns ont qualifié de quasi-fédéralisme, qui en réalité est une arnaque. Est une arnaque, encore une fois. Et donc, on va s'attendre à ce que M. Biya, lors de son discours, nous présente ça comme une révolution copernicienne. Mais cela ne trompera que ceux qui croient en ces paroles. Et vous savez que ça fait une 40aine d'années qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus vraiment beaucoup
à ce que M. Biya dit. Il a promis l'émergence, il a promis les grandes réalisations, il a même promis que la CAN se jouera le jour dit. Et vous savez quel a été le sort de toutes ces promesses. Je ne vous ferai pas un dessin. Moi, j'attends plutôt très sereinement le discours traditionnel, devenu traditionnel. Marche pas. L'une des faiblesses que nous avons observées dans l'exploration des différentes solutions à cette crise devenue anglophone, c'est que très souvent, on a l'impression qu'on veut donner la dimension, la genèse de ce problème, je vais dire, à la sortie des avocats et des enseignants. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi, très souvent, vous allez entendre des gens dire oh, on a facilité le recrutement de 500 personnes, ils ont demandé ceci, faisant justement référence aux différentes demandes, n'est-ce pas, en 12 points posés par le consortium à l'époque formé de Arbombala et Fontem et les autres. Alors, ils disent non, on a satisfait les 12 points. Non, je veux dire, il faut très bien comprendre que le problème, n'est-ce pas, qui sévit dans la région nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, c'est un problème profond, c'est un problème structurel qui a des racines profondes et qui date de l'année où les deux régions, c'est-à-dire le Cameroun, le Southern Cameroun et le Cameroun francophone, décident de se mettre ensemble. C'était un mariage. Et comme tout mariage, il y a des règles et des convenances qu'il faut observer pour que les deux partenaires soient satisfaits de vivre ensemble. Et il me semble que dans ce cas précis, nos frères de la partie anglophone ont eu l'impression, depuis le début de ce mariage, qu'ils ont tout donné et qu'en retour, ils n'ont rien reçu. Et que même le peu qu'ils sont venus au mariage avec, on le leur a tout retiré. Ils ont même eu l'impression à un moment donné, quand vous suivez des acteurs, n'est-ce pas, qui suivent cette crise de près, je parle par exemple de quelqu'un comme le cardinal Christian Toumi, qu'on ne peut pas lui refuser sa réputation et sa crédibilité. Mais est-ce que vous comprenez ce qui arrive au cardinal Toumi aujourd'hui? Il est critiqué. Pourquoi? Il est critiqué parce que il est parti de ses positions radicales d'antan pour avoir des positions beaucoup plus mitigées. Et donc, ça donne l'impression... Mais pour quelqu'un de son âge, pourquoi est-il joue, on va le dire comme ça, il joue pas franc jeu? Pour quelqu'un de son âge? Je ne veux pas lui porter des jugements de valeur. Oui. Je refuse de le faire. Je ne veux pas lui porter des jugements de valeur. Il sait pourquoi. Est-ce qu'il a des éléments nouveaux qui lui permettent, n'est-ce pas, de modifier la courbe, la trajectoire de son raisonnement, la trajectoire, n'est-ce pas, de son analyse, la modification de sa posture et de ses positions par rapport à cette crise? Je ne sais pas. Peut-être que si j'avais l'occasion de le rencontrer, je creuserais davantage pour savoir quels sont les éléments nouveaux en sa possession qui l'amènent justement à avoir cette nouvelle posture-là. Pour le moment, je préfère m'en tenir à ce qu'il dit et je continue de dire que pour moi, ça n'entame pas sa crédibilité. Il continue de rester pour moi quelqu'un de crédible. Et donc, je disais, quand vous suivez donc le cardinal Christian Toumi, vous avez l'impression qu'à un moment donné, il y a eu, n'est-ce pas, comme un processus d'assimilation. C'est-à-dire qu'on a voulu francophoniser les anglophones. Mais le président l'a dit devant Mo Ibrahim. Effectivement. Qui encore? Est-ce que c'est ce jour-là, quelque chose s'est passé ce jour-là? Oui, le président face à Mo Ibrahim. Face à Mo Ibrahim. Lorsqu'il a sorti le mot assimilation. Lorsqu'il a sorti le mot assimilation, il n'a pas sorti que ça d'ailleurs. Il a dit autre chose qui m'a amené un peu. Plus que assimilation. Il a dit aussi que le Cameroun c'était un pays très compliqué. Oui. Ça c'est le président qui le dit. Il a dit mon pays c'est un pays très compliqué. Alors lorsqu'il a sorti le mot assimilation, ça a donné du crédit à ce que disait justement le cardinal Toumi. Justement, le cardinal Toumi fait référence à une conversation qu'il a eue lors de ses déplacements à l'extérieur où on lui disait « Mon cardinal, vous faites bien d'assimiler ». Alors, lorsqu'on s'en tient à cela, ça nous donne l'impression que ce n'était pas un fait du hasard, mais que c'était un processus savamment pensé et orchestré pour arracher aux anglophones ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur culture, leur identité, n'est-ce pas, leur caractériel même, n'est-ce pas, en tant que peuple, se revendiquant d'une histoire, je vais dire, d'une histoire, voilà. Et donc,
ça là, ça nous amène à comprendre que si aujourd'hui, le problème s'est métastasé au point de créer ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire aboutir à un conflit armé, des revendications beaucoup plus fortes, il ne faudrait pas circonscrire le problème à de simples revendications corporatistes, genre Jean-Robert Wafo disait tantôt que c'est, si on prononce le mot fédéralisme, les choses peuvent s'arranger. Le fédéralisme, je ne pense pas que ce soit la solution miracle. Je ne crois pas que ça soit la solution miracle. Oui. Il se passe tout simplement qu'aujourd'hui, le fédéralisme apparaît, n'est-ce pas, comme une alternative. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté des extrémistes de droite qui estiment qu'il faut couper le Cameroun en deux, et de l'autre côté des extrémistes de gauche qui estiment que le Cameroun est un bloc et indivisible. Alors, sous leur contrôle. Sous leur contrôle, bien sûr. Bien, bon, maintenant, il y a, n'est-ce pas, à la ligne médiane, des personnes qui estiment qu'il faut trouver un juste milieu et donc donner plus d'autonomie à ces régions-là, parce que justement, l'une de leurs revendications, c'est qu'on leur a tout arraché et que chaque fois qu'ils produisent des richesses, cela va à l'État central sans qu'il ait la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir de pouvoir jouir des richesses qu'ils produisent, et que tout cela est transféré à l'État central qui ne redistribue pas en retour. Et donc, on estime que si on mettait en place un système de gestion qui leur permet d'avoir un peu d'autonomie dans la gestion de leurs affaires internes et de garder une bonne partie des ressources locales produites localement, cela pourrait être une solution. Je continue de dire que je ne crois pas que ce soit la solution miracle. Mais au moins, il faut commencer quelque part. Pourquoi? Et c'était ça le but du dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, c'est dit quoi? C'est dit qu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas et qu'il faut trouver des compromis. Pourquoi pas des compromissions? Mais des compromis tout au moins. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur la position de ces microphones, Maître et moi. Bon, lui veut que ça reste devant lui, je veux que ça reste devant moi. Mais au moins, ce qu'on trouve, n'est-ce pas, une autre position qui pourrait permettre que nous utilisions le micro à deux. Donc, c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, il faut véritablement se pencher sur ce problème, parce que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous donner, n'est-ce pas, de manière un peu plus détaillée, les avatars, n'est-ce pas, de cette guerre-là sur notre économie, parce que beaucoup pensent au départ, et c'était ça l'erreur, les gens ont dit c'est leur problème, c'est le problème des anglophones à eux, ils n'ont qu'à s'entretuer. Certains le disaient, hein, même dans l'appareil qui nous gouverne, certains disaient c'est leur problème à eux. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez de manière profonde, n'est-ce pas, dans les détails, n'est-ce pas, des conséquences et sur le plan économique de cette histoire, vous verrez qu'on risque de ne pas tenir à l'année, les années qui suivent, parce que ça commence à faire un peu de trop. Si nous ne réajustons pas le tir, si nous ne trouvons pas des solutions, parce que si vous me donnez 2 secondes juste pour prendre un léger petit exemple. Elle ne pas confisquer. Permettez, allez-y. D'accord, je disais, il faut savoir par exemple que le PIB à parité nominale du Cameroun est de 35 000 milliards de dollars. Lorsque vous découpez ces PIB-là, vous avez 27% de part d'agriculture et vous avez 23% de part d'industrie et vous avez 47% de services. Okay. Il faut comprendre. Mais quand on dit 27% de part d'agriculture, il faut savoir que 16%, ça vient du sud-ouest et du nord-ouest. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des entreprises comme Del Monte qui ferment, comme Palmore qui ferme, comme CDC qui ferme, comme tout Sonara qui est à terre, vous voyez que pour notre PIB, franchement, il ne reste pas grand-chose. Ok, allez-y donc, Jean-Robert Wafo. Je vais dire une chose, Edmond Kouyaté. Je suis un homme politique pragmatique et réaliste. Je sais ce qui se passe dans ce qu'on appelle la forme de l'État. Pour avoir été conseiller municipal et pour être maire, vous prenez un chiffre qui va vous donner froid au dos. Est-ce que vous savez que sur l'ensemble des prélèvements obligatoires au Cameroun, c'est-à-dire les impôts et taxes qu'on collecte, l'État central, à lui seul, concentre 85,5%. Contre 6,5% à 14 communautés urbaines et 2,6% à 360 communes. Ça veut dire quoi? Sur 1 million de francs CFA qu'on collecte en termes d'impôts et taxes, Yaoundé et les organismes qui lui sont rattachés concentrent 855 000 francs CFA.
contre 26 000 francs CFA 14 communautés urbaines. C'est ça. Vous comprenez? Et rien que... non, contre 65 000 francs 14 communautés urbaines et 25 000 francs à 360 communes d'arrondissement. Est-ce que vous le savez? Oui, ça je le sais. Ah bon, oui. Et quand vous le savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est à Yaoundé. C'est ça le problème du Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, j'étais au Grand Dialogue. Là où je logeais, à l'hôtel des députés. Il y a des maires du septentrion, et même du sud, et même du centre, qui ont dit, nous en avons marre de Yaoundé, nous en avons marre. Qui tentent de dire qu'ils organisent un référendum sur la forme de l'État, et ils n'auront que les yeux pour pleurer. Nous allons voter pour le fédéralisme. On en a marre. Parce que dans le système actuel, le fonctionnaire est l'acteur majeur. C'est de ça qu'il est question. Et le fonctionnaire central. Je dis le fonctionnaire central, bien sûr, c'est lui qui est l'acteur majeur. Parce qu'il y a les fonctionnaires municipaux qui, eux, n'ont que leur... Et ils ont réédité ça avec le Code général de la décentralisation. D'un côté, écoutez, dans le livre préliminaire, on dit la tutelle se charge juste donc de la légalité des actes. Et plus loin, on vous dit il a le pouvoir de suspension. Et d'approbation. Il a le pouvoir de ceci. Le président de la République peut dissoudre. Le ministre peut dissoudre. C'est de ça qu'il est question. Tant que vous n'avez pas compris ça, il ne peut pas avoir d'oxygène ailleurs. Et puis, vous avez parlé de la racine. Oui, la racine, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a un double braquage constitutionnel, d'abord en 72. Qu'on est passé de la République fédérale du Cameroun, qui a fait l'objet d'un consensus, et dont l'article 47 mentionnait que toute révision de la Constitution qui porte atteinte à la forme fédérale de l'État est irrecevable. Il y a eu ce braquage-là, on est passé, n'est-ce pas, de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Et en 84, on est passé de la République unie du Cameroun pour revenir à la République du Cameroun, revenant à la LRC, qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Tout à fait. Parce que c'est la LRC, c'est la République du Cameroun. Exact. Demain, c'est le 60e. Donc, demain, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de la LRC. Ouais. Mais on est revenu à la LRC. Derrière de ce fait, c'est-à-dire que notre histoire commune. Et puis, tant qu'on n'a pas compris ça, ce fonctionnaire, les lois existent, les décrets même existent, les décrets d'application. Mais M. Edmond Kouyaté, pourquoi voulez-vous que je ne dise pas qu'il faut passer au fédéralisme? Prenons le cas de la gestion des marchés. Ça fait l'objet d'un décret du Premier ministre en 2015. Jusqu'aujourd'hui, qui gère les marchés? C'est braqué. Prenons le cas des centimes additionnels communaux. Décret du Premier ministre, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Ce n'est pas appliqué. Vous voulez que les gens aillent dans la rue pour faire appliquer ça? Non, il faut passer au fédéralisme. Parce que dans le fédéralisme, l'élu est l'acteur majeur. Il faut que ce soit dit, que ce soit compris ainsi. Et il y a un de refuse, il y a un de freins des quatre fers, parce que l'État centralisé tel qu'il est devenu leur mamelle nourricière. Quand vous entendez qu'on achète les vins, les spiritueux à 1,5 milliard pour 2 jours, quel État fédéré peut donc accepter cela? Mais c'est de ça qu'il est question. Jean-Robert, donnez-moi 2 secondes. Comme ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. On a parlé du statut spécial du Nord-Ouest du Sud-Est. C'est déjà une avancée. On ne peut pas dire qu'on est toujours à 0. On dit souvent mieux vaut 1 que 0. Mais dans ce statut spécial, il faut regarder comment c'est configuré. Il se trouve que il y a 2 instances. C'est-à-dire qu'au niveau du conseil régional, il y a la House of Representatives et il y a la House of Chiefs. Mais on vous dit que le conseil exécutif de la région, le président du conseil exécutif de la région, c'est lui qui est le président de la House of Representatives. Et que le vice-président du conseil exécutif de la région, c'est lui qui est le président de la House of Chiefs. C'est un peu comme si aujourd'hui on dit que le président de la République est le président de l'Assemblée nationale et que le Premier ministre est le président du Sénat. Ça veut dire qu'ils remettent encore au goût du jour. Je dis ceci. Si le président de la République... Je ne rêve pas. Je n'ai pas vocation à faire dans des doux rêves. On est deux. Je n'ai pas non plus vocation à faire dans le pleurnichérie. Je sais que nous allons nous libérer un jour. Mais pour le moment, je ne rêve pas. Mais je dis ceci. Puisqu'on parle du discours qui est attendu. Oui. Si le chef de l'État, si le président de la République
fait le saut caritatif, il parle donc de fédéralisme. Je parie que dans 30 jours, la canine va revenir. On parlait de la crise humanitaire. Un président de la République n'a pas vocation à faire dans l'humanitaire. Le plan de la République fait dans le régalien. Merci. Qu'on veut lui qu'il y ait 100, ça veut dire quoi? On va donc écouter le président dans un instant, cher monsieur, le temps d'aller du côté de la régie. Passe depuis. Oui, d'abord, signor Barista, pour Jean-Robert Wafo, le statut spécial, c'est une avancée. Je vous ai vu, vous n'avez pas approuvé. Je n'ai pas approuvé. Oui, le statut spécial, comme on dit en droit. Il dit que c'est déjà quelque chose. Ipsa loquito. La chose parle d'elle-même. Ce statut spécial est prévu dans le cadre du code de la décentralisation qui parle des communes, des communes, de la municipalité. Donc, il faut comprendre, pour désillusionner des gens, que le statut spécial, c'est un statut municipal spécial. C'est tout. Il y a quoi dedans? C'est un statut municipal spécial. Donc, qu'on ne prenne pas ça pour dire que c'est un statut républicain, statut fédéral. Non, c'est un statut municipal. Tout comme il y a des insuffisances et des pièges. Mais tu as parlé pendant au moins 10 minutes. C'est de ça que je n'ai même pas 2 secondes et tu vas encore couper. Je n'ai pas besoin de... Oui, signor Barista, J'ai dit donc que il n'y a même pas grand-chose à expliquer. C'est un statut municipal spécial. Et la spécialité dans ce statut, c'est quoi? C'est que les communes là, les représentants de ces communes qu'on regroupe dans le House of Chiefs et dans le House of Divisional peuvent être consultés sur certains aspects. C'est ce qu'il faut noter. C'est parce que dans ce statut spécial, qui aurait pu être une avancée au sens de Jean-Robert Wafo, il me semble que à lire profondément les textes, on avance à reculons. L'escroquerie. Quand vous soulignez seulement le cas que vient de soulever Maître et que moi-même j'ai lu, on dit les House of Chiefs peuvent être consultés. Ça, c'est la meilleure façon de dire qu'on ne vous consultera jamais. C'est la meilleure façon de dire qu'on ne vous consultera jamais. Et donc, il me semble que il faut dire à ceux qui ont, n'est-ce pas, je vais dire, ceux qui se penchent sur cette question tous les jours et qui ont vocation à trouver des solutions, de faire un peu plus sérieux. Avec une crise aussi profonde. Mais c'est ce que je dis, Jean-Robert Wafo. C'est ce que je dis. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même la même chose que moi. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Quand vous lisez profondément le contenu du statut spécial, c'est une avancée, mais une avancée à reculons. On n'avance pas vraiment. Parce que lorsque vous mettez, Jean-Robert Wafo lui-même l'a dit, vous mettez le House of Chiefs, vous mettez le House of Divisional Representative. Mais lorsque vous voyez la manière dont c'est constitué, il y a encore un exécutif qui les coiffe et donc il ne décide de rien. Et puis maintenant, vous venez dire... C'est une dictature en réalité. S'il vous plaît. Et maintenant, lorsque vous venez dire... Et prendre l'opinion à témoin. On va permettre à Maître Diaw de dire un mot aussi. Oui, mais mettre 2 secondes, juste pour dire, Jean-Robert, vous avez créé depuis des années des blocages à l'Assemblée, ça ne nous a amené nulle part. Non, mais écoutez, je vais vous Monsieur Wafo, Monsieur comité de quartier, quand vous parlez de cela, le développement, c'est-à-dire que la gestion participative, par exemple, dans les communes, ça a été une revendication du SDF et c'est désormais inscrit, c'est-à-dire les budgets, les programmes, les projets des communes doivent se faire avec avec le développement participatif des populations à travers les comités de quartier. Le minimum de ressources transférées, on était à 25%. Permettez. Ils sont à 15%. Voilà, permettez, rapidement. Vous êtes le fait comme si vous les découvrez aujourd'hui. Je vous en prie, Maître Wafo. Merci. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Monsieur Wafo a dit tout à l'heure que les assemblées... On revient. On nous annonce, on va se rendre du côté de la régie pour une place de pub avant le discours du chef de l'État à la Nation. Mobile au Cameroun, c'est un peu comme